bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Il est 18h30. Nous sommes ensemble pour cette webconférence dédiée au PER, PER pour plan d'épargne retraite. Et on va se demander ce soir tous ensemble si ce PER, c'est vraiment un bon plan pour votre épargne, pour préparer sa retraite justement. Alors ce PER, il a été lancé en octobre 2019 et il est appelé à progressivement remplacer les autres plans d'épargne retraite comme le PERP ou le contrat Madelin. Et ça tombe bien puisque Boursorama a lancé depuis peu son PER, on l'appelle PER1 pour PER individuel et on l'a baptisé Matelas. Eh bien oui, de quoi se reposer tranquille pendant vos vieux jours. Et autre élément important, c'est que ce matelas, il a été lancé en partenariat avec le gérant d'actifs BlackRock. Mais justement, vous vous demandez peut-être si ce produit d'épargne, le PER, il est intéressant parce que ce n'était pas forcément le cas de ses prédécesseurs, s'il apporte un vrai plus par rapport au hasard. Tiens, une assurance vie, s'il est flexible, adapté à votre profil d'investisseur, bref. Plein de questions légitimes qu'on peut avoir juste avant justement de souscrire un nouveau produit. Et ça tombe bien parce qu'ils sont à côté de moi. Sur ce plateau, ils sont prêts, affûtés, entraînés pour répondre à toutes vos interrogations, même les plus spécifiques. Je suis donc entouré de Caroline Chanzy, chef de produit épargne chez Boursorama Banque, et de Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez vu, attention, faut être prêt là. Au programme ce soir, on fera un point rapide sur le contexte de marché. Ensuite, nous vous présenterons le PER dans ses grandes lignes, les différents types, les compartiments, la fiscalité, la comparaison avec l'assurance vie. Vous serez incollable sur le sujet, tellement d'ailleurs que vous pourrez apprécier à leur juste valeur les attraits de Matelas, le PER Made in Boursorama que nous vous présenterons en détail ensuite, et nous rentrerons dans une dernière partie sur le fonctionnement, la composition de Matelas, une composition adaptée à votre profil et centrée autour des ETF. Là aussi, n'ayez crainte, on va tout vous expliquer, bien sûr, pendant ce moment d'échange de 45 minutes qui peut aller jusqu'à 1 heure. Si nécessaire, vous pouvez poser vos questions en direct, nous en avons déjà reçu lors de l'inscription, et bien sûr, comme à chaque fois c'est traditionnel, nous consacrerons un temps à la fin de la présentation afin d'y répondre. Allez, sans perdre 1 minute de plus, je me tourne vers Henri. Henri, vous êtes venu avec vos graphes, parce qu'on avait envie de commencer par un point de marché, je l'ai dit, parce que finalement, on entend beaucoup de gens se dire, bon, quand même, les marchés ont bien progressé depuis un an. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir un nouveau produit d'épargne alors que justement, les marchés sont aussi hauts? Alors c'est vrai que les marchés sont hauts. Cette année, par exemple, le MSCI World, qui est le grand indice des actions mondiales, est en hausse de près de 15%. Il a un petit peu baissé récemment, mais globalement, il s'inscrit dans une très bonne dynamique. Cette dynamique avait commencé déjà l'année dernière, donc ça fait 2 belles années, entre guillemets, pour les marchés d'actions. Et la question est donc tout à fait légitime. Mais on ne peut pas dire que cette hausse est vraiment anormale. Elle était même plutôt prévue, en tout cas par nos experts chez BlackRock. Pour une raison simple, c'est que si vous regardez le graphique qui s'affiche à l'écran et qu'on avait préparé pour cette intervention, belle courbe en V, les économies partout dans le monde ont redémarré après la grande crise Covid. La Chine avait montré la voie en retrouvant ses niveaux d'activité pré-Covid l'année dernière. Cette année, les États-Unis, la zone euro, le Japon, l'Angleterre vont progressivement retrouver leur niveau d'activité pré-Covid. Et évidemment, les marchés d'actions avaient anticipé cette reprise. Cette reprise va évidemment se poursuivre. Elle n'est pas totalement terminée. On voit bien d'ailleurs qu'elle se fait de manière parfois un petit peu laborieuse avec des dysfonctionnements. Disparités entre les zones en plus. Des disparités entre les zones, des dysfonctionnements sur la chaîne de production. Tout n'est des pas parfaitement fluide. On voit que c'est compliqué côté transport encore. Tout à fait. Du côté des marchés de l'énergie également. Donc la normalisation va encore prendre du temps. Les marchés d'actions vont continuer à valoriser cette reprise progressive. Selon nos experts, aujourd'hui, les marchés s'inscrivent à des niveaux de valorisation élevés, mais pas anormalement élevés. Et d'ailleurs, on s'attend toujours à une hausse pour l'année prochaine sur la plupart des marchés d'actions. Le dernier point que je pourrais ajouter, peut-être, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un produit d'épargne retraite, un produit d'épargne à très long terme, c'est qu'il faut peut-être essayer de se garder de la tentation du market timing, c'est-à-dire vouloir investir au plus bas, vendre au plus haut. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire quand on a un horizon d'investissement court. Dans le cas d'un produit d'épargne retraite, c'est peut-être moins pertinent. Donc on enlève un petit peu, on sort la tête du guidon et on voit un petit peu plus loin. Merci beaucoup Henri pour ce petit point de marché express. Maintenant qu'on est au point, si je puis dire, là-dessus, je me tourne vers vous Caroline pour nous faire le résumé en une slide ultra claire de ce qu'est le PER.
Donc effectivement, le PER, donc plan épargne retraite, comme l'expliquait Henri, c'est un dispositif d'épargne à long terme qui est issu donc de la réforme de l'épargne retraite par la loi Pacte. Et que nous dit la loi Pacte? L'objectif, c'est de rationaliser un petit peu tous les produits d'épargne retraite qui existaient. Il y en avait partout, hein, exactement. Il faut le dire. Pour simplifier un petit peu cette offre. Et donc, on va avoir 3 produits à partir de maintenant. Donc, le PER individuel, qu'on appelle PER1, comme vous le citiez tout à l'heure, et 2 PER d'entreprise, un collectif et un obligatoire. Notre PER individuel, lui, vise à remplacer le PERP et le contrat Madelin, quand les PER d'entreprise, eux, visent à remplacer le PERCO et l'article 83. Voilà, quand je dis remplacer, évidemment, les produits ouverts jusqu'à aujourd'hui, on peut continuer de faire des versements dessus, on ne peut juste plus y souscrire. Et pour remplacer, c'est aussi le terme pour dire l'objectif est de transférer les anciens produits sur les nouveaux, donc ce qui est possible dans le cadre de la loi Pacte. On y reviendra parce qu'on a eu forcément beaucoup de questions sur des gens qui avaient souscrit à ces produits et qui se demandent aujourd'hui ce qu'ils doivent faire. Alors voilà, ça c'est mission remplie pour cette présentation. Si on s'intéresse bien sûr plus particulièrement au PER1 ce soir, le PER individuel, on va bien répéter pour que ces notions elles rentrent bien dans l'esprit des gens. Je crois qu'il comprend plusieurs compartiments. Caroline, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment tout cela fonctionne? Exactement, Laurent. Donc, le PER individuel va comprendre 3 compartiments. Le compartiment 1, le compartiment 2, le compartiment 3. Le compartiment 1, lui, est destiné à recevoir les versements volontaires des épargnants. Donc peut-être avoir la slide, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire en plein écran, d'ailleurs, pour voir bien tout ce que ça comprend. Je vous en prie, Caroline. Oui, c'est bon, on peut y aller. Donc, les versements volontaires qu'on va faire chacun à titre individuel, et également, donc, comme on disait tout à l'heure, les transferts des anciens produits. Au sein de ce compartiment 1, on va avoir 2 sous-catégories. Donc, le compartiment C1, qui lui vise à recevoir les versements volontaires déductibles. Et quand on a atteint le plafond de déductibilité ou qu'on préfère verser dessus parce qu'on n'est pas imposable ou dans une situation un peu particulière, on va avoir le compartiment C1 bis, qui lui donc, vise à recevoir les versements volontaires non déductibles. À côté de ça, je vais passer assez rapidement, mais sur le compartiment 2 et le compartiment 3, eux visent à être alimentés par donc, les transferts des anciens produits d'épargne retraite. Voilà, globalement. Un point aussi crucial pour l'attractivité de ce type de produit, et ça n'étonnera personne, c'est bien sûr la fiscalité. Je crois que dans le cas du PER, le dispositif mis en place est plutôt séduisant. On va dire tout de suite que... on fera un webinaire dédié spécifiquement à l'enjeu de la fiscalité parce que, bien sûr, il y a 1000 questions qui ont été posées, notamment au moment de l'inscription. Ce ne sera pas forcément le point central du webinaire ce soir, mais on y reviendra en détail dans un prochain webinaire. En tout cas, est-ce qu'on peut voir avec vous les bases fiscales de ce dispositif? Oui, tout à fait. Alors, si on peut afficher la slide, ce sera plus simple pour comprendre. Donc, effectivement, le plan épargne retraite individuel, lui, a vraiment un avantage fiscal important. C'est, on va le dire, un report de fiscalité. C'est-à-dire qu'on va on va obtenir soit un avantage fiscal à l'entrée, donc sur les versements qu'on va réaliser, soit à la sortie. Donc, c'est comme on le disait tout à l'heure, on choisira soit de verser sur le compartiment C1, donc les versements volontaires déductibles, soit le C1 bis également. Donc quand on est imposable, on va choisir le C1, on a le droit d'avoir de la déductibilité dans 2 cadres. Donc on va choisir soit le plafond de 10% des revenus d'activité professionnelle, donc jusqu'à 32 909 €, soit 4 114 €. Voilà. Et donc, comme on l'a précisé, si on a bénéficié de l'avantage fiscal à l'entrée sur les versements, on ne bénéficie pas de cet avantage fiscal à la sortie et inversement. On ne peut pas gagner sur les 2 tableaux. Exactement. Et à la sortie, donc on a la possibilité soit de sortir en capital, soit en rente, on le verra un petit peu plus tard. Quand on décide de sortir en capital et si on a déjà bénéficié de l'avantage fiscal, donc comme je disais tout à l'heure, le capital est soumis à l'imposition et si ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Et en cas de sortie en rente, donc si on a déjà bénéficié de l'avantage fiscal, la rente est soumise à l'IR et si on n'a pas bénéficié de l'avantage fiscal, c'est l'inverse. Bon voilà, et encore une fois, on y reviendra. C'était une question de Sylvain. Quelles options de défiscalisation offre le PER? On a cette question de Sandrine aussi. Y a-t-il des plafonds de versement à ne pas dépasser? Question un petit peu différente. Alors, on peut parler sur 2 points de vue. Donc, sur le produit en lui-même, il n'y a pas de plafond. On peut verser autant qu'on le souhaite. Après, comme on en parlait juste avant, donc il y a effectivement ce plafond de déductibilité qu'on peut dépasser, mais on n'aura pas l'avantage fiscal. Voilà, c'est
finalement, c'est plus un plafond théorique qu'un plafond réel. Alors, le PER, comme son nom l'indique, il est destiné à préparer sa retraite. On l'a vu avec Henri, produit de long terme, mais on n'est donc pas totalement surpris que l'épargne soit bloquée jusqu'à ce moment. Mais il y a parfois quand même des circonstances, des accidents de la vie qui font qu'on peut avoir besoin de son épargne. Et heureusement, ces cas-là sont prévus par le PER. Oui, exactement. Donc, comme vous le précisiez, l'objectif principal du produit, c'est vraiment d'épargner jusqu'à sa retraite. Normalement, le produit est bloqué jusqu'au départ à la retraite. En revanche, on a des cas de sortie anticipée un petit peu exceptionnels. Donc, on va retrouver l'invalidité, le décès du conjoint, le surendettement, l'expiration des droits à la location chômage et la cessation d'activité pour liquidation judiciaire. Donc ça, ce sont les cas de déblocage exceptionnel, type accident de la vie. À cela s'ajoute un cas qui peut être intéressant pour chacun, donc qui est l'achat de la résidence principale. Donc pour l'achat de la résidence principale, que ce soit la première ou pas, ça peut être la deuxième fois qu'on achète une résidence principale, que ce soit en France ou à l'étranger, on peut débloquer son PER pour l'achat de la résidence principale. Pas que la première fois, ça c'est intéressant. Voilà, exactement. Des questions qui sont tombées au moment de l'inscription. Cédric, un PER souscrit, peut-on changer de banque après la création, le faire reprendre par une autre banque? C'était une question relativement similaire. Comment transférer un PER? Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas de tous les produits d'épargne. Exactement. Donc, pour faire le parallèle avec l'assurance vie, parce qu'on a le choix soit donc de développer un PER sur une base compte-titre, soit sur une base assurance vie. Je tiens à le préciser. Et dans le cadre de notre produit Matelas, on le verra tout à l'heure, on a choisi donc de le baser sur le cadre de l'assurance vie. D'accord. Donc, pour faire le parallèle avec l'assurance vie, en assurance vie, on peut transférer uniquement au sein d'un même assureur, son contrat, alors que là, pour le PER1, on peut le transférer depuis n'importe quel assureur, n'importe quel établissement vers un autre. Même là, sur une base assurance vie. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Et donc la procédure de transfert, ça va être chez nous, donc, déjà d'ouvrir dans un premier temps le PER1 Matelas et ensuite de formuler la demande de transfert. Bon, très clair. Une question qui est tombée en direct. Quelle est la durée minimum recommandée pour le PER? Est-ce qu'il y a une durée minimum recommandée? Je ne sais pas si, Henri, vous voulez éventuellement... Il y a surtout une durée réglementaire. Obligatoire. Voilà, puisque le PER, en dehors des motifs de déblocage qu'a précisé Caroline, en fait, va normalement accompagner l'investisseur jusqu'à sa date présumée de départ à la retraite. Voilà, donc là, on est bloqué, comme on l'a dit, il faut le savoir au moment de souscrire, même s'il y a des cas, on vient de le voir, de déblocage. Alors, Caroline, il va falloir que vous m'ôtiez d'un doute là quand même, parce que je vous retrouve souvent sur les webconférences assurance vie, et je me dis, on fait les louanges de l'assurance vie, à juste titre, en expliquant la flexibilité de ce produit d'épargne. Et là, je me dis, en vous écoutant, finalement, est-ce que j'aurais envie d'ouvrir un PER quand j'ai déjà une assurance vie qui présente de nombreuses caractéristiques en commun? Faites-nous le match un petit peu assurance vie PER. Effectivement, alors dans un premier temps, j'ai envie de dire que les deux produits sont complémentaires, puisque l'assurance vie, la disponibilité de l'épargne est très importante, on peut en disposer quand on le souhaite. C'est pas un duel, c'est un duo. Voilà, exactement. Ouais. Alors que l'objectif principal du plan épargne retraite, c'est vraiment de nous accompagner tout au long de notre vie pour sortir à l'issue de notre vie active, soit en capital, soit en rente. Donc si on reprend les avantages et les inconvénients de chacun, on va dire, le principal avantage du PER en termes fiscal, ça va être l'avantage fiscal sur les versements, comme on l'a vu tout à l'heure, sachant qu'en assurance vie, on n'a pas d'avantage au moment des versements. Cet avantage qui va être contrebalancé côté assurance vie, puisqu'on aura les avantages à la sortie, sachant que pour le PER, l'imposition à la sortie, en termes généraux, on va être moins imposé, on aura de plus petits revenus à la retraite, logiquement, qu'en activité. Donc, on s'y retrouve tout de même. Ensuite, donc, sur le PER, le point noir, ça va être l'épargne bloquée, comme on l'a cité, sauf les cas de déblocage exceptionnels dont on parlait. Et côté assurance vie, l'avantage, c'est la disponibilité de l'épargne. On en a parlé sur la possibilité de transférer, qui est plus large pour le PER, puisqu'on peut le transférer dans n'importe quel établissement, depuis et dans n'importe quel établissement, alors que l'assurance vie, c'est limité au même assureur. Ensuite, sur la gestion, on le verra tout à l'heure avec Henri, le PER permet un nouveau mode de gestion, qui est une gestion pilotée à horizon retraite, avec une désensibilisation progressive du risque. Côté assurance vie, on va retrouver de la gestion libre et de la gestion pilotée. Voilà, et l'avantage principal, donc dans le cadre du PER1 Matelas, notamment puisqu'il est sur un socle assurance vie, c'est donc les mêmes avantages que l'assurance vie sur la transmission. Oui, et on le voit quand même, la particularité, c'est peut-être, on y reviendra avec Henri, cette désensibilisation au fur et à mesure de l'espérance de vie du produit. Voilà, c'était deux questions notamment de Nejmedine. Est-il judicieux d'avoir un plan d'épargne retraite si on a déjà une assurance vie? Je pense qu'on peut répondre oui. Et puis d'Elsa, quelle est la différence avec une assurance vie? On vient de voir effectivement les principales caractéristiques.
Pierrick qui nous demande quand même, peut-on avoir plusieurs PER dans différents établissements bancaires? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite. On peut en avoir Voilà. autant qu'on le souhaite. On peut en ouvrir. Allez-y, Pierrick, il n'y a pas de limite, mais il faut en ouvrir un chez Boursorama quand même en premier. Bon, allez, je suis convaincu. Vous avez réponse à tout. Caroline, il va falloir désormais me donner les raisons qui font que je vais avoir envie, je viens de le dire justement, de l'ouvrir chez Boursorama, ce PER, et pas ailleurs. Effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans notre produit Boursorama, donc Matelas, qui est un contrat accessible puisqu'on y a accès 100% en ligne, que ce soit sur l'adhésion ou les actes de gestion. Si on peut peut-être présenter la slide avec les minimums. Ça, c'est un peu la formule commune Boursorama. Hein. Exactement. Ouais. Là, pour le coup, on retrouvera exactement les caractéristiques habituelles. Pas de surprise. L'accessibilité, une tarification accessible, on le verra tout à l'heure. Donc, très accessible puisqu'il est à 150 € de versement initial minimum. Donc, on peut y accéder en versant uniquement 150 €. D'accord. Ensuite, pour les versements complémentaires, on est aussi sur 150 € minimum. Et sur les versements programmés, donc si on veut verser tous les mois sur le produit, on est à 50 € minimum par mois. Donc des minima qui restent tout de même très accessibles. Question de scène, peut-on changer le montant du versement mensuel, justement? Oui, tout à fait. À tout moment, le mois suivant, le montant sera changé. La fréquence aussi peut être modifiée. Il n'y a pas de souci. Fréquence, on peut passer par exemple quoi, au trimestriel? Exactement, trimestriel, semestriel, annuel. D'accord, voilà. Et donc de 50 à plus... autant qu'on veut. Ah, autant qu'on peut, voilà. Il n'y a pas de limite sur le versement programmé, effectivement. Bien sûr, il faut qu'on parle des frais parce que beaucoup de clients qui nous regardent ce soir l'ont sans doute vu dans la presse. De nombreux PER commercialisés affichaient des niveaux de frais importants. On parlait aussi parfois de frais cachés. Ça, c'est un peu la mauvaise surprise pour les épargnants. Qu'en est-il pour Matelas? Alors justement, on s'est attaché très fortement à être le plus transparent possible et à tirer les frais vers le bas, comme à notre habitude. Là aussi, oui. Donc là, la promesse qu'on souhaite faire, c'est de proposer des frais à maximum à 1% de frais tout compris. Donc, comme d'habitude, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais sur les rachats, pas de frais d'arrérage. Pas de frais sur les versements libres ou programmés, comme on en a parlé tout à l'heure, et pas de frais de changement de profil. Les seuls frais qu'on va avoir, donc, ce sont les frais de gestion, qui sont à 0,50% maximum par an, donc, que ce soit sur la partie fonds euros ou la partie unité de compte. On va avoir 0,27 de frais d'allocation maximum, donc sur les profils les plus chers, entre guillemets. Et on va avoir 0,22 de frais de gestion ETF maximum également. Donc tout ça, ça nous fait du 0,99 maximum pour les profils les plus chers. Vous me promettez, hein, je ne retrouve pas 1,2 après quelque part. Non, tout à fait. Bon. Et là-dessus, excusez-moi, je me permets juste de préciser, on a obtenu le label Cantalis comme étant le PER le moins cher du marché. Et voilà, le PER le moins cher. Et Alexandre nous demandait quels sont les frais en cas de changement de profil, de prudent à dynamique et vice-versa. Et si j'ai bien retenu, c'est rien. Zéro. Exactement. Voilà, bon. Allez, je suis pris d'une irrésistible envie de souscrire à Matelas. Comment je peux faire concrètement sur le site Boursorama, j'imagine? Alors, exactement. Comme pour nos autres produits, la souscription se fait 100% en ligne. Donc, on va rentrer dans notre parcours en ligne. Tout d'abord, on aura les habituelles questions de profil investisseur pour déterminer un petit peu le profil de risque de chacun. Là-dessus, on va émettre une recommandation en termes de profil. Donc on le verra tout à l'heure avec Henri, on dispose de 3 profils de gestion, prudent, équilibré, dynamique. Donc la recommandation de Boursorama se fera sur chacun de ces 3 profils en fonction de la situation du client. Le client donc, choisit le profil qu'il préfère ou qui est adapté à ses besoins et remplit les informations d'adhésion, donc le minimum qu'il souhaite investir sur le contrat, s'il souhaite mettre en place des versements programmés ou non. Et un point important, on le répète régulièrement, mais qui est très important de redire, c'est sur la clause bénéficiaire. Déjà important en assurance vie aussi. Exactement. Ouais. Comme c'est un contrat de type assurance vie, on a la possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires et il est très important de rédiger cette clause avec soin et il est tout à fait possible en cours de vie de changer et on invite tout le monde à le faire en fonction de si la situation change. Il faut mettre à jour sa clause bénéficiaire. Question élémentaire mais importante d'Audrey et Aurélien, les frais sont en pourcentage de quoi? En quoi on exprime les frais? C'est en pourcentage de l'encours. Pourcentage de l'encours, voilà. Si je dépose 300, j'aurai maximum 1% de frais sur mes 300 € déposés. Très clair. On va revenir sur cette question parce qu'il y a quand même des interrogations. Emmanuel, quel critère pour sortir clôturer son PER avant l'âge de départ à la retraite et quel impact fiscal? Est-ce qu'on peut repréciser ça une nouvelle fois? Sur les différents cas de déblocage
Bah, j'imagine, mais ouais, je pense Oui. que peut-être qu'il faut réexpliquer qu'on ne peut pas normalement sortir voilà, avant la retraite. Je exactement. pense que c'est ça, il faut être assez clair là-dessus. C'est vraiment de l'argent qu'on épargne, qu'on met de côté Voilà. en vue de sa retraite. Et en fait, l'objectif, c'est au bout de la retraite, quand on arrive au bout de sa vie active, au moment de la retraite, donc faire valoir ses droits à la retraite auprès de l'assureur et qui débloquera le plan épargne retraite à ce moment-là. Et on pourra récupérer donc l'investissement, soit en capital, soit en rente, on le verra juste après. Après, donc, pendant la vie du contrat, si on souhaite récupérer son investissement, c'est vraiment dans le cadre d'accident de la vie, C'est ça. quand on n'a pas le Ou choix. la résidence principale. Ou Ça, la c'est résidence plutôt une principale, voilà, bonne nouvelle. qui est le point Oui. positif. Bon, voilà pour ça. Peu de frais, mais quelle gestion, Monton? On va y venir. Ça va être une partie du webinaire. Un peu de patience, on y arrive. Tout de suite, on a parlé des frais, on a parlé de la souscription. Je me tourne maintenant vers Henri. BlackRock est le partenaire de Boursorama sur Matelas. Peut-être, Henri, quelques mots déjà, finalement, sur BlackRock et son rôle et son apport au sein de ce Perrin. Bien sûr, alors peut-être en commençant par BlackRock. Bien sûr. Peut-être tout le monde ne connaît pas BlackRock. BlackRock, c'est la première société de gestion de fonds ou d'ETF au monde. C'est un savoir-faire reconnu en matière de gestion des risques. C'est aussi un savoir-faire reconnu en termes de gestion de solutions d'épargne au sens large, de solutions d'épargne retraite en particulier. Et BlackRock, en fait, dans le cadre de la gestion de ce produit, va intervenir à deux niveaux. Premièrement, pour répondre à la question du combien. Parce qu'évidemment, quand on est épargnant et qu'on épargne dans une logique de projet retraite, on a besoin de savoir combien on doit allouer aux actions ou aux obligations. Et donc le travail de BlackRock va être un travail d'allocataire qui va déterminer combien il faut allouer aux actions, aux obligations, et au sein des actions, combien aux actions européennes versus aux actions américaines ou aux actions des marchés émergents. Ça, c'est la première responsabilité de BlackRock. Et la deuxième responsabilité, c'est de répondre à la question du quoi, c'est-à-dire dans quoi on investit. Et évidemment, le choix est large. BlackRock, c'est le premier gérant d'actifs, je le disais tout à l'heure, au monde. On dispose d'une très vaste palette de produits sur toutes les classes d'actifs, toutes les zones géographiques, tous les styles de gestion, avec plus ou moins d'intégration ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc là, notre responsabilité, ça va être de choisir les produits dans lesquels vont être investis l'épargne des clients de Boursorama, et ensuite de gérer cette épargne au sein de ces briques. Alors voilà pour cette présentation. Est-ce qu'on peut maintenant, finalement, important pour les gens qui nous regardent, qui ont envie d'un produit qui correspond à un profil d'investisseur plus ou moins prêt à prendre des risques pour avoir du rendement, comment vous avez répondu à ce besoin? Alors, évidemment, tous les investisseurs sont différents. On ne peut pas répondre de manière individualisée à chaque profil d'investisseur. Mais ce qu'on peut faire, et Caroline le rappelait tout à l'heure, c'est regrouper les investisseurs par grandes catégories homogènes. Il y a déjà 3 grandes catégories qui correspondent à ce qu'on appelle le profil de risque. Prudent, c'est l'épargnant qui veut d'abord protéger son épargne, qui veut évidemment la faire fructifier, mais avec un niveau de risque qui est très limité. À l'autre extrême, on a le profil dynamique, celui qui veut d'abord la valoriser, la faire progresser en termes de valorisation pour bénéficier en particulier des rendements offerts sur les marchés d'actions. Et entre les deux, vous avez le profil équilibré, qui est un profil intermédiaire, qui cherche évidemment à faire progresser son épargne, à la valoriser, mais dans un niveau de risque qui est limité. Donc ça, ce sont les 3 grandes catégories. Et au-delà de ces 3 grandes catégories, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi où se situe l'épargnant dans son parcours d'épargne. Ce n'est pas du tout la même chose d'être à 25 ans, 30 ans, 40 ans de sa date présumée de départ à la retraite, ou d'être à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc, on va devoir calibrer le niveau de risque du portefeuille en fonction de la distance à la date présumée de départ à la retraite. Oui, parce que finalement, c'est l'autre crainte qu'on pourrait avoir. C'est finalement se dire, on a un produit d'épargne retraite exposé à la volatilité, à des marchés financiers. On court le risque de voir, en tout cas, c'est ce qu'on s'imagine, son épargne plombée par un coup de marché, alors que ça pourrait être précisément le moment où on va en avoir besoin. Comment vous avez répondu à ce défi? Alors d'abord, la rémunération des marchés d'actions, elle vient justement rémunérer les investisseurs qui acceptent de voir leur épargne connaître des hauts et des bas. Sachant que sur le long terme, l'épargnant doit être normalement rémunéré pour cette capacité à supporter ces hauts et ces bas. C'est ce qu'on appelle le rendement naturel des marchés d'actions, qui est supérieur évidemment au rendement naturel des classes d'actifs moins risquées. Ce qu'on a fait au sein de BlackRock, on l'a fait dans le cadre de la réglementation qui a totalement prévu la sécurisation progressive de l'épargne au fur et à mesure que l'épargnant se rapproche de sa date présumée de départ en retraite. D'accord.
le régulateur, dans la loi Pacte, a prévu sur les 5 ou 10 dernières années, en fonction du profil, une augmentation progressive des actifs les moins risqués dans le portefeuille, de manière à rendre le portefeuille moins sensible à la volatilité des marchés d'actions, moins sensible aux à-coups, à la hausse comme à la baisse. Alors évidemment, ça veut dire un portefeuille qui est potentiellement moins performant en fin de parcours, mais plus sécurisé. Surtout plus sécurisé. Oui. Exactement, donc beaucoup moins d'incertitudes associées au niveau de sortie en termes de valorisation de ce portefeuille lorsqu'on arrive à l'âge de départ à retraite. Voilà, et puis quand on est proche de la retraite, on a peut-être aussi envie d'un peu moins de risque. Donc ça correspond aussi à un état d'esprit, un état d'esprit différent. On va descendre ensemble d'un niveau, on va étudier ce qui compose les différentes allocations, Henri, de Matelas, et on retrouve des ETF. C'était une question de Fabrice. Est-ce qu'on peut mettre des ETF dans le nouveau PER? Alors ça, déjà, la réponse est oui. Je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. ETF, on parle aussi de trackers de fonds indiciels. Ça va parler peut-être aux plus boursiers de ceux qui nous regardent, mais peut-être pas tous. Alors, on va vraiment laisser personne sur le quai, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'est un ETF, Henri, et pourquoi c'est un produit, ce produit, plus qu'un autre, qui a été choisi pour entrer dans la composition du PER? Alors peut-être, pour commencer, petite précision, dans ce produit d'épargne retraite, on va retrouver uniquement des ETF et le fonds en euros. Ouais. Puisqu'on parle d'un contrat d'assurance vie, le fonds en euros est disponible aux épargnants et c'est en particulier le fonds en euros qui pourra être utilisé parmi les actifs les moins risqués lors de la phase de sécurisation en fin de parcours d'épargne. D'accord. Pour répondre à votre question sur les ETF, oui, un ETF, qu'est-ce que c'est? On appelle aussi ça un tracker ou un produit de gestion indicielle. C'est un produit qui est construit pour répliquer la performance des grands indices. Donc, prenons un indice que tout le monde connaît, le CAC 40. Vous avez forcément un ETF qui existe sur le CAC 40. Lorsque le CAC 40 va monter ou baisser de 2%, l'ETF va monter ou baisser de 2%. Le produit est construit pour répliquer exactement la gestion de l'indice. Ça a deux conséquences. La première, c'est que l'ETF est un produit extrêmement liquide. Il est totalement prévisible en termes de performance, en termes de composition. Il se traite exactement comme une action à tout moment de la journée à des conditions qui sont extrêmement avantageuses. Le deuxième conséquence, c'est qu'en termes de frais de gestion, on est sur des frais de gestion qui sont extrêmement attractifs par rapport à d'autres produits de gestion que sont par exemple les produits de gestion active, où là, il faut rémunérer les décisions qui sont prises par le gérant d'actifs pour se positionner de manière plus ou moins marquée, de manière différente de l'indice. Là, comme on est sur un produit d'épargne à très long terme, on a fait le choix plutôt de privilégier des produits de gestion indicielle, ce qui permet de minimiser les frais de gestion. Et sur la durée, on sait que ces frais de gestion ont un impact sur la performance et la valorisation ultime de l'épargne acquise par les différents épargnants. Bon, voilà, c'est très clair. Ce qu'il faut préciser aussi, peut-être, Henri, c'est qu'à un moment où il est important pour un nombre croissant d'investisseurs de donner du sens à leur épargne, sans faire de grands mots. Tous les ETF qui composent les allocations, elles sont tamponnées label ISR. Est-ce que déjà on peut expliquer ce que c'est le label ISR? Bien sûr. Et l'intérêt justement de ce label dans le cadre du PER? Alors je disais que BlackRock avait une offre très large. En France, BlackRock propose près de 300 produits, mais il n'y en a qu'un tout petit nombre qui sont labellisés ISR. Le label ISR, c'est un label qui est décerné par des organismes indépendants sur la base d'un cahier des charges qui a été établi par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on choisit de donner à un produit, c'est un label qui est octroyé par un organe de labellisation. Le choix que nous avons fait en discussion en plein accord avec Boursorama, c'est de n'investir que dans des produits, comme vous l'avez rappelé Laurent, qui sont labellisés ISR. Ça veut dire qu'ils ont finalement le plus haut niveau d'intégration possible des préoccupations d'investissement socialement responsable sur les dimensions E, l'environnement, S, le social, et G, la gouvernance. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que chez BlackRock, on est profondément convaincu, premièrement, que c'est la manière privilégiée d'avoir un impact en termes d'épargne. Vous le parliez tout à l'heure de sens à donner à l'épargne. Si on veut avoir un impact sur l'environnement, si on veut avoir un impact sur la transition climatique, il faut faire des choix en termes d'investissement. Et ces choix, on les fait au travers de la sélection d'ETF labellisés qu'on a fait ici. Et la deuxième conviction, c'est que ce choix-là, ce n'est pas de la philanthropie en fait. L'épargnant ne sera pas perdant dans la durée. C'est aussi une question qu'on entend parfois en se disant exactement. Voilà, je vais faire d'ISR, mais je vais avoir un placement moins performant peut-être que des placements non ISR. Eh ben, la conviction de BlackRock, c'est que ce n'est pas du tout le cas. L'épargnant va normalement pouvoir attendre de ses produits une performance à minima comparable à un niveau de risque équivalent. Et on a pu même le constater en 2020.
dans des périodes de marché qui peuvent être tourmentées, ces produits qui sont construits avec un angle spécifique sur la dimension ISR, investissement socialement responsable, peuvent même mieux se comporter que des produits standards qui n'intègrent pas cette dimension. Bon voilà, on tord le cou à un mythe qui est encore parfois tenace. Une question de Iggy, les supports sont des ETF, cela veut-il dire que l'on ne va jamais surperformer les indices ? Alors, par construction, on ne va pas pouvoir surperformer les indices. L'ETF est construit pour répliquer la performance de l'indice. Globalement, ce qu'on observe, nous, sur nos ETF, ce sont des performances qui sont très proches, pour ne pas dire totalement équivalentes à celles des indices. Mais il faut savoir que dans la littérature académique, ce qu'on a établi, c'est qu'un épargnant ou un investisseur sur très long terme voit la contribution de son risque et à sa performance à 80% entre guillemets dirigée par son allocation et à 20% à hauteur entre guillemets de ses choix de gestion active. Sur un produit d'épargne aussi long, l'accent a d'abord été mis sur l'allocation, on y reviendra tout à l'heure, et évidemment, on n'a pas choisi d'investir dans des produits de gestion active, donc on ne s'est pas concentré sur les 10 ou 20% restants, mais on s'est fortement concentré sur les niveaux de frais. Et puis voilà, c'est ce que j'allais dire, on ne superperforme pas l'indice, mais on est sûr de ne pas le sous-performer. On a des frais qui sont planchers, si je puis dire, ou en tout cas le plus bas possible. On va peut-être, on arrive un peu à la fin de cette présentation, on va peut-être vraiment aller jusqu'au bout dans un exemple concret, finalement sur un profil équilibré, ce que pouvait être l'évolution du PER et notamment du PER1 Boursorama au fil de la vie du produit, justement. Bien sûr. Et là, je pense qu'il va faut vraiment falloir le mettre en gros plan parce qu'on a préparé une page de manière spécifique pour répondre à cette question. Il va falloir vous expliquer. Et c'est compliqué. Mais en fait, il faut prendre un peu de recul par rapport à cette page parce que ce qui compte, c'est l'impression qui s'en dégage. Ce que vous pouvez voir de manière assez immédiate sur cette page, c'est qu'il y a en gros deux grandes périodes. Et on parle ici d'un profil équilibré, c'est le profil un peu intermédiaire que j'évoquais tout à l'heure, celui qui cherche à valoriser son épargne dans la durée, mais dans un budget de risque qui reste raisonnable. Il y a deux grandes périodes, vous le voyez, selon qu'on est plus ou moins loin de la date présumée de départ en retraite. Lorsqu'on est très loin, au-delà de 10 ans, le produit va être essentiellement investi sur des classes d'actifs qui comportent un potentiel de rémunération significatif. Donc l'objectif va être d'essayer de valoriser l'épargne. Et vous pouvez voir qu'à peu près au milieu du graphique, il y a une grande ligne noire qui marque la frontière, entre guillemets, que le législateur a introduit pour introduire une phase plus marquée de sécurisation de l'épargne. La sécurisation est très progressive au début, elle va s'accélérer lors des 10 dernières années. Vous le voyez, entre guillemets, la proportion des barres colorées va baisser beaucoup plus rapidement. Et vous avez cette flèche rose qui vous indique la pente, qui est une pente beaucoup plus marquée lors des 10 dernières années. C'est ce qu'on appelle cette fameuse désensibilisation progressive au risque. C'est la désensibilisation, exactement, et ça permet d'arriver au moment du départ à la retraite avec un portefeuille qui rassemble l'ensemble, entre guillemets, de la performance accumulée sur toute la période d'épargne, mais avec un niveau de risque qui est beaucoup plus limité que ce qu'il a été pendant tout le parcours d'épargne. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce graphique, je crois qu'il est au travers des différentes couleurs qui apparaissent sur ce graphique. On voit qu'il y a une dizaine de couleurs différentes qui correspondent toutes à des actifs différents. Parce que la manière dont nous avons construit ce produit, c'est de le construire avec un objectif de diversification. On le construit en essayant d'être investi à tout moment, quel que soit l'horizon d'investissement de l'épargnant, sur l'ensemble des classes d'actifs, actions, obligations, sur l'ensemble des zones géographiques, les États-Unis, les pays d'Europe, les marchés émergents, pour diversifier au maximum à la fois les sources de rendement et aussi les facteurs de risque, de manière à rendre le portefeuille un peu plus robuste. Et il faut savoir que même s'il n'y a qu'une dizaine d'ETF dans le portefeuille, chacun de ces ETF peut être investi sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de titres. Donc, in fine, l'épargnant voit un portefeuille qui est investi sur plusieurs milliers de titres et c'est vraiment un niveau de diversification très important. Bon, on a pas mal de questions sur les ETF. Je vais essayer de les prendre dans le sens. Déjà, il y a une des personnes qui nous regarde qui voulait savoir ce qu'étaient les actifs à plus faible risque, les actifs moins risqués. Si vous pouvez le redire, Henri. Alors là, c'est très simple, puisque c'est le législateur qui a introduit cette différence dans le marbre de la loi. Les actifs considérés comme moins risqués sont des actifs qui ont un niveau de risque au sens réglementaire inférieur ou égal à 3, sur une échelle qui en compte 7. D'accord. Donc en gros, tous les actifs qui ont ce qu'on appelle un SRRI, c'est un niveau de risque, un standard européen en termes d'évaluation du niveau de risque inférieur ou égal à 3,
sont considérés comme des actifs à moindre risque. Je ne dis pas que ce sont des actifs sans risque. Ce sont des actifs à moindre risque. Bien ce sûr. sont les actifs qui vont être utilisés pour sécuriser progressivement le portefeuille. Et parmi ces actifs, on va retrouver évidemment le fonds en euros qui a un niveau de SRI très faible. Question de Florent, mais on va répéter, encore une fois, c'est important. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'un ETF? Allez, on refait une petite définition comme ça de l'ETF. L'ETF, si on doit résumer, c'est le bébé d'une action et d'un fonds. D'accord ? Super. Donc, ça se traite comme une action et c'est géré comme un fonds. C'est-à-dire que c'est une enveloppe dans laquelle on va mettre un certain nombre de titres et la composition de l'ETF va répliquer exactement la composition d'un indice, un grand indice qui est en général connu de la plupart d'entre nous, le CAC 40, le S&P 500, le Nikkei. Donc Henri, modulo, qu'on soit très clair, les frais de gestion et la fidélité, si je puis dire, du tracker à un indice, si mon CAC 40 fait 10%, plus 10% dans l'année, mon produit fera 10%. Peu ou prou, plus 10%. Voilà. Alors là, la seule différence, c'est que comme on a choisi d'investir dans des ETF labellisés ISR, on ne va pas retrouver un ETF CAC 40, on va retrouver un ETF sur les actions américaines avec un label ISR ou sur les actions européennes avec un label ISR. Bon, très clair. Machado, qui est un peu pessimiste, un peu inquiet, nous dit « Mais donc on peut tout perdre avec les ETF ?» En théorie, oui, parce que ce sont des produits qui sont investis sur des marchés d'actions. Oui. En pratique, non. C'est-à-dire quand on regarde historiquement, quelles que soient les crises traversées, la grande crise financière de 2008, la crise des subprimes, la grande crise 2020 du coronavirus, les marchés d'actions évidemment corrigent. Et puis ensuite, les marchés d'actions valorisent les perspectives futures. Et ces perspectives futures, à un moment ou à un autre, viennent à se normaliser, comme ça a été le cas après les différentes crises, en particulier en profitant des mesures de soutien qui sont mises en œuvre par les gouvernements, par les banques centrales. Et donc, sauf à croire à la fin du monde, d'accord, un jour peut-être où l'ensemble des marchés d'actions... On aura d'autres problèmes à ce moment-là, je pense. Vaudront zéro. Ça veut dire tout simplement que l'économie sera à un niveau zéro. Et je me refuse à l'envisager. Bon, on a beaucoup de questions. Il va falloir y revenir et c'est normal sur l'horizon. Vraiment, Guillaume nous dit, mais très long terme, l'horizon 15 ans, 20 ans. Une autre personne dit, est-ce qu'on peut choisir la date de fin de son horizon? Ça pose question quand même. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion d'horizon de placement? Oui, donc la date qu'on va fixer pour la définition de cette allocation, ça va être la date hypothétique de départ à la retraite. Quand on établit le profil investisseur, après, donc, je vous disais, dans le parcours, on a donc les informations d'adhésion à remplir et parmi celles-ci, on va retrouver donc l'âge estimé du départ à la retraite. Pour faciliter les choses, ce qu'on a prévu, c'est de mettre par défaut l'âge légal, donc 62 ans, qui correspond à la plupart des gens, mais on peut adapter effectivement cet âge-là, qui va donc nous donner une durée, la durée donc, du plan épargne retraite, qui derrière va être donc investi en fonction des périodes, comme l'expliquait Henri tout à l'heure. Bon, très clair. Et si je peux me permettre, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez évoqué, évidemment, au début, on détermine une durée, mais évidemment, cette durée va se réduire progressivement. Et c'est en fonction de cette durée qu'on va ajuster l'allocation du portefeuille. Et c'est comme ça, entre guillemets, en se référant systématiquement à cette durée, qu'on va déterminer finalement le bon niveau d'investissement sur les actifs risqués, sur les actifs à moindre risque. Et donc, il est important que les souscripteurs renseignent bien cette information le plus fidèlement possible pour que le niveau de risque in fine du produit corresponde bien à l'horizon d'investissement de leur parcours d'épargne. Bon, et je tiens à préciser aussi qu'en cours de vie du produit, il n'y a aucun problème pour modifier cette date. Si la situation change, si on change de métier... Si le régime de retraite change aussi, voilà, parce que exactement. ça nous pend au nez. C'est ça. Bon, donc on peut adapter. C'est flexible. C'est flexible. Oscar nous dit, il n'y a pas de gestion libre dans votre père à matelas? Alors, au lancement, on a choisi de partir donc, sur cette offre avec uniquement du pilotage d'horizon retraite. On a un pilote dans l'avion au début. Exactement. Pour, comme à notre habitude, proposer une offre simple et compréhensible, on ne s'interdit pas à l'avenir d'étendre l'offre. Bon, voilà. Stay tuned, comme on dit, il y aura peut-être de nouvelles annonces. Avant de conclure, je suis passé un peu vite, c'est de ma faute, Caroline, sur les cas de sortie du père. Est-ce qu'on peut y revenir juste avant la conclusion? Oui, exactement. Donc si on peut juste revenir, sur la slide, les cas de sortie. Désolé, c'est moi qui les zappais, celle-là. Aucun problème. Donc on l'avait évoqué rapidement, mais on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. détail. On voit qu'en régie, il remonte à toute vitesse sur la présentation. Magnifique, merci beaucoup. Merci. Donc on peut sortir soit en capital, soit en rente,
ou soit en partie en capital et en partie en rente. Donc on peut faire un mix des deux. La sortie en capital, on va avoir deux options. Donc la sortie en capital, on va dire classique, où on récupère tout notre investissement une fois arrivé à la retraite, donc la sortie en capital unique. Et on va avoir également la sortie en capital fractionnée, donc on a la possibilité de diviser un petit peu ce capital pour le recevoir en plusieurs fois. On va être à maximum 2 fois par an, on peut diviser pour avoir 2 fois par an l'investissement. À côté de ça, donc on a le choix aussi de sortir en rente. Donc on a une offre de 5 rentes différentes. On se rend compte que c'est très riche finalement les options. Exactement. Oui. C'est vraiment la particularité et l'avantage aussi du Perrin de pouvoir sortir de cette manière, donc en capital, en rente, un petit peu comme un petit peu un mix des deux et à sa guise. En fait, au moment où on va obtenir ses droits à la retraite, on les fait valoir auprès de l'assureur et on choisit à ce moment-là comment on souhaite sortir. Donc on ne va pas le faire dès le départ parce qu'on ne connaîtra pas notre situation, mais vraiment au moment du départ à la retraite, on choisit quelle est la situation qui est la meilleure pour nous. Je tiens juste à préciser que sur la sortie en rente, on peut avoir aussi une option de réversion. Donc, à imaginer que la personne décède, en ayant pris cette option de réversion, c'est un bénéficiaire qui continuera de percevoir la rente. D'accord. Voilà. Et donc, on peut aussi avoir un mix des deux entre le capital et la rente, sachant que, juste pour information, on va avoir un simulateur qui permettra à chacun de faire ses petits tests, de simuler un petit peu en fonction de sa situation propre. On l'aura vers fin octobre. Bon, en ligne. oui, parce que c'est pas simple d'imaginer et de conceptualiser très précisément ce qui va se passer à la fin de vie du produit. Alors, Caroline, on a expliqué le principe, on est rentré dans le détail, on a pris des exemples très concrets avec Henri. Est-ce que vous pourriez nous faire, en guise de conclusion, finalement, une synthèse express de ce qu'il faut retenir du PER et notamment du Perrin Boursorama? Oui, tout à fait. Donc, on garde nos grands axes chez Boursorama, qui est donc la tarification, puisqu'on a l'offre la moins chère labellisée par Cantalis, donc le PER le moins cher du marché, avec un maximum à 0,99 de frais tout compris, on l'a vu tout à l'heure. Une offre donc, qui est toujours plus accessible, puisqu'on est 100% en ligne et des minima d'investissement à 150 € et 50 € sur le versement programmé. Une offre complète, puisque grâce à l'offre d'ETF, on va se couvrir quasiment toutes les classes d'actifs, donc c'est vrai que c'est une offre très complète. Le pilotage horizon retraite, donc qui permet cette sécurisation progressive, comme l'a très bien expliqué Henri tout à l'heure. Le label Cantalis 5 étoiles qui nous garantit cette offre. Ensuite, la transparence en termes de frais, puisqu'on essaye de parler vraiment de tous les frais. Il n'y a pas de frais cachés. On est vraiment sur le maximum et on affiche vraiment tous les frais. Et donc cette partie responsable dont on parlait avec Henri tout à l'heure, sur la labellisation, je vais y arriver, le label ISR sur tous les ETF. Pas dur, pas facile à dire, labellisation. Lolo qui nous dit, peut-on changer de profil en cours de route? Bah oui. Oui. Sur le à site. tout moment sans frais. Voilà, tout moment sans frais, il n'y a pas de problème. Patmus qui nous dit pourquoi seulement une douzaine d'ETF BlackRock, ça paraît très limité pour faire une bonne gestion et avoir le choix des différents ETF. Il vous challenge là, Henri. Je l'invite à regarder quels sont les ETF qu'on a sélectionnés et il pourra constater que même avec une douzaine d'ETF, entre guillemets seulement, en fait, on a accès à l'essentiel des marchés mondiaux, que ce soit sur les marchés d'actions ou sur les marchés obligataires. Ça ne veut pas dire qu'on va se limiter à ces ETF-là. En fait, ce sont les ETF qu'on a choisi de sélectionner aujourd'hui en fonction des conditions de marché actuelles. Peut-être que demain ou après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura d'autres opportunités de marché qui se présenteront et on pourra introduire de nouveaux ETF pour venir compléter l'offre et améliorer les allocations. Aujourd'hui, c'est la sélection qui nous est apparue la plus pertinente pour démarrer dans les conditions actuelles de marché. Bon, voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation qui est terminée. On a des questions qui sont tombées au moment de l'inscription. Vous pouvez continuer à en poser. On va déjà en prendre certaines qui ont eu lieu. Charlie, est-il toujours possible, et oui, pas mal de questions justement, de basculer un montant d'un contrat Madelin vers le PER? Oui, tous ces gens qui ont souscrit sur des dispositifs retraite précédents, comment tout cela va s'articuler concrètement? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, par le transfert, on peut transférer les anciens plans épargne retraite vers le nouveau PER, donc le PERP et le Madelin vers le Perrin et le PERCO et l'article 83 vers les plans d'épargne d'entreprise. Bon, alors on peut transférer, mais Francisco Pablo nous demande, moi j'ai déjà un PERP, est-ce que c'est intéressant de le changer vers un PERP ou est-ce qu'il faut laisser le PERP existant? C'est pareil, est-ce qu'on fait coexister tous nos petits dispositifs retraite? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de contre-indication. Après, c'est en termes de frais, voir ce qui est le plus avantageux, de garder l'ancien ou de prendre un nouveau dispositif qui potentiellement sera moins cher. Oui, donc avoir à faire son petit bilan personnel. Touta qui nous dit, peut-on ouvrir un PER pour un enfant mineur? Alors, sur le produit matelas, pour le moment, non, mais on ne s'interdit pas également d'ouvrir la fonctionnalité pour les mineurs. Bon, là aussi, il va falloir
regardez les annonces. Audrey et Aurélien, les frais de gestion sont-ils annuels? Tout à fait. Bon, frais de gestion annuels. Fanchon, là on revient sur les complémentarités des différents systèmes. Détentrice d'un PERCO d'entreprise, puis-je le cumuler avec un PER1? Alors là, on cumule les deux. On le garde, garder ailleurs, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Comme on disait tout à l'heure, après, chaque situation est différente et la principale caractéristique où il faut bien faire attention, c'est les frais, de ne pas en payer trop ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, on a les gens qui veulent les garder, puis il y a les gens qui veulent les fusionner. Kim Lohan, comment transférer le PERCO PE sur le compte matelas? Quels coûts et quels avantages? Sera-t-il possible de récupérer le capital du PER au lieu d'une rente? Il y a deux questions en une, on va décomposer. Donc effectivement, sur la partie transfert, donc comme on l'expliquait tout à l'heure, dans un premier temps, il va falloir souscrire au PER1 matelas. Et une fois que le produit sera ouvert, faire une demande de transfert de l'ancien plan vers le PER1 matelas. D'accord. Voilà. Okay. Et sur la deuxième question, donc, pour sortir soit en capital, soit en rente, je crois. Donc, il est possible de sortir... Sera-t-il possible de récupérer le capital du PER au lieu d'une rente? Voilà. En capital, pas de problème. En rente, pas de souci. Et un cumul des deux, pas de problème. On a vu que là-dessus, c'était open bar, qu'il y avait beaucoup de possibilités. C'est d'ailleurs, si je peux me permettre, un des avantages du PER par rapport au PERP. Oui. Puisque le PERP ne ferait pas cette flexibilité. Tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est important de le noter. Elsa, une question qui revient tout le temps et qui est pourtant très très importante, alors après qui n'appelle pas forcément une réponse unique. Combien faut-il épargner par mois minimum? Question simple qui appelle une réponse compliquée. Alors je vais dire que nos minimums chez nous, donc il n'y a pas de minimum, hein. Si un mois vous ne souhaitez pas épargner, il n'y a pas de souci, les versements programmés ne sont pas du tout obligatoires. En revanche, vous pouvez mettre en place des versements programmés à 50 € par mois minimum, donc c'est à sa guise. Et quand on a une rentrée d'argent, aucun problème pour faire un versement complémentaire. Voilà, on peut faire un versement ponctuel. Voilà. C'est vraiment comme on le souhaite. Flo qui nous dit, tous les profils d'investissement sont-ils composés d'investissements ISR? Oui, oui. Tout est 100%, quel que soit le profil, équilibré, prudent ou dynamique, quel que soit l'horizon d'investissement, que l'on soit à 40 ans de sa date prévisionnelle de départ en retraite ou à 2 ans de sa date prévisionnelle de départ en retraite, les ETF que nous avons sélectionnés sont tous labellisés ISR. Voilà, 100%, pas de questions à se poser, quel que soit le profil. Alors on a les gens qui se demandent comment ils peuvent clôturer leur PER avant la retraite, et puis il y a des gens comme Michel qui disent, mais est-on obligé de clôturer son PER le premier jour de sa retraite? Et si j'ai pas envie de le fermer, ce PER, c'est possible? Tant qu'on ne fait pas valoir ses droits à la retraite auprès de l'assureur, on peut le garder. Après, quand on arrive à la retraite, c'est souvent là où on a besoin aussi d'avoir des compléments de revenus, qui est l'objectif de ce plan épargne. Bien sûr. Nicolas, y a-t-il une garantie de rendement? Je vais la prendre celle-là, parce que la réponse est malheureusement non. Ce serait presque trop beau. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de produits qui offrent des garanties de rendement, et à ma connaissance, il n'y a aucun produit qui propose une garantie de rendement sur un horizon aussi long. On parle d'un horizon qui est potentiellement de 40 ans pour certains de vos clients. Donc il n'y a aucun produit qui propose des garanties de rendement à aussi long terme aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce produit va être investi essentiellement sur des ETF qui vont représenter la performance des grands indices, actions ou obligataires. Donc on ne peut absolument pas garantir le rendement de ces classes actives. Tout ce qu'on peut faire, c'est se référer aux performances historiques et prospectives de ces classes d'actifs qui, on le sait, entre guillemets, offrent de toute façon aujourd'hui des perspectives de rendement supérieures aux autres placements sans risque. On refait un tour, on a fait un tour de chauffe là, mais je m'attendais à voir revenir la question. Zen, pourquoi le PER c'est mieux qu'une assurance vie? Déjà, c'est pas mieux, on peut le dire. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est complémentaire. C'est complémentaire. L'objectif est différent et les avantages sont différents, même s'il y en a beaucoup de communs, effectivement. Voilà, donc il faut ouvrir les deux. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut avoir un PER1, ouvrir un PER1 sinon on est chômage? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Tant que vous n'êtes pas retraité, vous pouvez ouvrir un PER1. voilà. C'est la seule contre-indication. Question pointue de Corinne. Peut-être qu'on y répondra dans un autre webinaire, je ne sais pas, sauf si vous avez la réponse là. Quel est l'avantage fiscal pour une personne ne payant pas d'impôts en France? C'est pointu, ça. On va peut-être rentrer dans un niveau de détail. Je pense que Corinne, on va la garder celle-là pour le webinaire spécial fiscalité. Donc il faudra que vous reveniez d'ici quelques semaines pour qu'on réponde à cette question. Jérémy, quels sont les objectifs de rémunération selon les profils sur 5-8 ans? Elle m'étonne cette question parce qu'on a expliqué que ce n'est pas l'objectif du PER, c'est ça, 5-8 ans, ce n'est pas l'objectif, Jérémy. L'objectif, c'est, encore une fois, horizon retraite et toute la mécanique du produit, finalement. C'est cette logique de long terme, en tout cas d'arriver jusqu'à la retraite. Et surtout, le 5-8 ans de Laurent va être différent du 5-8 ans de Caroline et du 5-8 ans de Henri, en fonction de nos âges et de nos profils de risque. Donc il n'y aura pas malheureusement de réponse générique à cette question.
Ce que j'invite votre Jérémy. auditeur, donc Jérémy, à faire, c'est en fonction de son âge, en fonction de son profil de risque, regarder quelle est l'allocation entre guillemets proposée par BlackRock pour ce type de portefeuille, et ensuite, au travers d'estimations de rendement attendu sur les grandes classes d'actifs, se faire une idée du type de rendement qu'il est en droit d'espérer sur ce type de placement. Et pour le coup, on peut lui dire pour du 5-8 ans, c'est peut-être vers un autre produit qu'il faut se tourner, tout simplement. Tout à fait. Et pourquoi pas l'assurance vie. Et pourquoi pas l'assurance vie? Ben voilà, allez. Dispose-t-on, Audrey et Aurélien, dispose-t-on de conseils personnalisés pour nous aider à gérer notre placement si on ouvre un pair avec Boursorama Banque? Personnalisé. Alors justement, l'objectif de travailler avec un gérant qui vous gère C'est votre qui fait le grille, boulot, a priori. exactement. Oui. C'est de profiter de l'expertise sans avoir à rien faire. En tout cas, Audrey et Aurélien, je peux vous garantir qu'à défaut de conseils personnalisés, il y a un certain nombre de contenus, de vidéos, de webinaires comme celui qu'on est en train de faire ce soir pour vous apporter toute l'information dont vous avez besoin, à la fois sur l'évolution du produit et puis sur l'évolution de la réglementation, du régime retraite. Bref, voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre espace client ou sur le portail boursorama.com. Il y a un cas qu'on n'a pas encore envisagé, c'est Christophe qui nous pose la question, en cas de décès du titulaire du PER avant le débouclage de ce dernier, que se passe-t-il? Est-ce un actif que l'on transmet à nos héritiers? C'est une question importante là, de succession. Comment est calculée la rente? Montant, durée? Là aussi, c'est une question spécifique. Peut-on sortir la totalité de son épargne au capital ou y a-t-il un minimum en rente? Alors là aussi, il y a plusieurs questions nulles. On va peut-être se concentrer dans un premier temps sur ce cas du décès du titulaire. Pardon. Alors, dans le cadre d'un PER d'assurance, donc comme celui de Matelas, donc basé sur un socle assurantiel, ça va être les règles de l'assurance vie qui vont s'appliquer. Donc on va, comme on disait tout à l'heure, déterminer un bénéficiaire qui recevra au moment du décès les fonds, soit en rente, soit en capital. Donc ça, c'est la particularité sur la partie assurance. Et en revanche, si le PER est basé sur un socle compte-titre, on va la rentrer dans la succession. Bon. Machado qui dit, pourquoi vous avez choisi BlackRock chez Boursorama? Peut-être que... Je ne peux pas répondre non, à cette bien question. sûr. On peut dire la vérité, que c'est un très grand gestionnaire d'actifs européen et mondial et que l'expertise n'est plus à faire. Et voilà, et puis dans cette compétitivité des frais aussi, toujours dans cette volonté d'avoir les frais les plus bas, c'était vu comme un partenaire de premier choix. Y aura-t-il possibilité d'avoir un replay? Mais bien sûr, d'ici quelques jours, sur l'espace client et sur le portail. Hubert, y a-t-il un intérêt de souscrire un PER après 60 ans? Ah, ça aussi, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs cibles à connaître, c'est-à-dire que quand on est jeune, on va avoir tout le temps effectivement de profiter des marchés et de la désensibilisation à la fin. Plus on s'approche de la retraite, il ne faut pas oublier qu'il y a l'avantage fiscal. Tous les ans, les versements sont déductibles. Donc plus on s'approche de la retraite et moins on attendra longtemps avant de récupérer ce pactole. C'était une question à Catherine, est-il bénéfique d'ouvrir un PER à 3 ans avant la retraite? L'avantage fiscal, toujours. Bon, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions en régie qui tombent? Je vois que ma tablette est vide, mais peut-être y a-t-il encore quelques questions à prendre? On a encore un petit peu de temps. Oui, non? Écoutez. Ah, on me dit qu'on sélectionne. Alors attention, il y a encore des questions qui tombent. On va encore prendre un petit peu, quelques minutes pour répondre aux sujets que vous pouvez avoir. Si je peux me permettre, en attendant, pour répondre à la question pourquoi BlackRock, et sans vouloir trop enfoncer le clou, quand on investit sur un horizon très long, il est important d'être le plus diversifié possible. Et comme le choix a été fait de minimiser les frais, il fallait pouvoir disposer d'une offre d'ETF la plus large possible, de manière à atteindre ce niveau de diversification tout en respectant cette contrainte de coût bas. Et aujourd'hui, BlackRock, c'est, je le disais tout à l'heure, je crois, 300 ETF qui sont proposés sur le marché français, plusieurs ETF, entre près d'une vingtaine qui sont proposés avec un label ISR. Donc c'est une offre profonde qui permet de couvrir toutes les classes d'actifs, toutes les zones géographiques et presque tous les styles de gestion. Et puis une expertise reconnue, ne serait-ce que sur son marché domestique, les États-Unis. Exactement. Camille, est-ce que les fonds sont garantis? Ah, on y revient à la garantie. Ça, c'est... Mais non. Caroline, tu veux compléter? Malheureusement, non, ce serait trop beau. Ce serait une martingale. Ouais. Pas de fonds garantis. Est-il possible d'avoir 2 PER? Eh bien oui, ça, on peut en avoir 2, 3, 4, 10. Bon, voilà, on peut en avoir plusieurs en tout cas. Marie qui nous repose cette question, à 1 an de la retraite, est-ce encore intéressant d'ouvrir un PER? On y a plus ou moins répondu pour l'avantage fiscal, mais voilà, c'est un peu l'intérêt. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Merci beaucoup à vous de nous avoir présenté ce produit, première webconférence, mais sans doute pas la dernière. Merci beaucoup Henri Chabadel et Caroline Chanzy d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Laurent. Merci à tous. Voilà, et si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, comme je le disais, vous pourrez retrouver cette webconférence sur votre espace client et sur le portail d'ici quelques jours. Allez, restez encore avec nous quelques minutes, pas longtemps, le temps de remplir un petit questionnaire de satisfaction et qu'on vous propose encore mieux la prochaine fois. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt.